expatriation en 2006. Je faisais déjà du recrutement depuis 8 ans, précis en audit, dans un cabinet que certains doivent connaître qui s'appelle Michael Page à Paris. Et ça s'était bien passé. Et puis, c'est facile de faire du recrutement à Paris chez Michael Page quand on est chez les leaders avec le business. Donc enfin, voilà, ça passait tellement bien que je tournais un petit peu en rond. Et qu'on m'a proposé une expatriation aux États-Unis. Alors moi, je n'avais absolument pas réfléchi à m'expatrier, j'étais très bien à Paris. À Paris, dans mon petit périmètre de Neuilly, 16e, 8e, enfin je tournais dans mon truc et puis ça m'allait très bien. Mais en fait, je m'ennuyais. En fait. On me propose de venir à New York. Et en fait, la seule raison pour laquelle j'ai dit oui, c'est pas pour l'expatriation, c'est parce que c'est New York. Je me ce que je vais faire là. On m'a dit, le CEO du groupe, pas de la France, mais du numéro du groupe qui était en Suisse, a été très malin. Il m'a dit non mais tiens, vas-y, prends un billet d'avion, va passer une semaine là-bas et va au bureau, tu me dis ce que t'en penses, tu reviens, on discute. Sans rien me dire. Je dis, bah, tiens, il y a d'aller-retour à New York, je vais passer une semaine, ça va être sympa. Je vais en profiter pour avoir des potes, faire des shopping, et puis je reviens, puis je vais dire non, de toute façon, je vais dire à Paris. Et en fait, j'ai dit oui juste parce que c'était New York. Quand j'ai vu l'état du bureau de Michael Page à New York, dans le Chrysler Building, où en fait ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Neuilly, où en fait à Neuilly on est choyé et faire du recrutement, c'est plutôt simple, on est reconnu en quelque part, les gens, il y a une sorte de grandes écoles de commerce, on fait soit de l'audit, soit sont passés dans des groupes comme L'Oréal ou autre. Ici, c'est comme de vendre des voitures d'occasion, qui sont au téléphone à fond, et qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ils sont en batterie. Et puis en fait, je sais pas, c'était peut-être le défi, puis j'ai interrogé pas mal de mes amis, ma famille, mes copains, tout le monde. Il y a ceux qui me disaient surtout ne pars pas, t'es fou, t'es malade, la France est super, t'as tout ici, t'as déjà tout construit. Puis ceux qui me disaient mais vas-y, c'est génial, c'est une opportunité. En France, il faut quoi écouter, il faut faire son choix. Et je me suis dit, je pars en expat, et je me dis au fond de moi, je pars pour 2 ans. De toute façon, je savais qu'au bout de 2 ans, ils me reprenaient, c'était obligé de me redonner le job à Paris, etc. Donc, et mon épouse, elle qui avait son job à Paris, elle me dit ouais, vas-y, c'est bien, etc. Mais c'était le début de notre histoire aussi, donc c'est un peu différent. Donc j'étais un peu le lonesome cowboy au départ. Donc j'y suis allé seul. Et Virginie faisait des allers-retours régulièrement, toutes les 2 semaines. D'ailleurs, en fait, elle venait plus que ce que moi j'y allais. Et voilà, c'était un peu. Aujourd'hui, c'est devenu. Il y a beaucoup de gens qui commutent, vous seriez surpris entre Paris et New York pour des jobs. Vraiment, c'est du commute. Bon, bref, elle a fait ça. Et au bout de 6 mois, elle a démissionné. Et elle m'a suivi. Et on était à Manhattan, on était à côté d'ici, 64e rue. Voilà, j'avais mon job chez Michael Page. Elle découvrait Manhattan. Elle était très ravie de la envie de ça, de toute façon. Et il était bien entendu qu'elle allait chercher un job et qu'elle voulait travailler. De toute façon, elle travaillait dans l'assurance, un broker à Paris qui s'appelle E.ON, et elle avait un job qui la passionnait, mais qui lui plaisait. Puis voilà, c'est comme ça qu'elle a été éduquée. Enfin, pas de femme qui ne travaillait pas, surtout qu'on n'avait pas d'enfants. Donc j'essaie d'accélérer un peu plus. Mon expatriation se termine, mais je suis arrivé fin 2006 et mon expatriation se termine fin 2008 en pleine crise. Donc j'allais rentrer quelque part sur un échec. J'aurais pu rentrer, mais j'avais rien fait d'extraordinaire. C'est-à-dire que 2007, j'ai appris. Il faut un an pour apprendre, dans le recrutement, tout ce qu'il faut faire, pas faire, comment on fait pour aller plus vite que les autres, comment on est meilleur que les autres. Puis il y avait tout à réapprendre. Ça n'a rien à voir les US avec la France sur la façon de faire du business, on va dire. On apprend, mais. Et 2008, on s'est enfoncé dans la crise et puis j'ai tenté de sauver mon job, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Et moi, j'aime pas rentrer en ayant fait un truc sans plus, que j'aurais fait un tour et puis je serais reparti. C'est bon, j'aurais pas vraiment appris le business, j'aurais pu lui dire à Paris, j'étais 2 ans aux États-Unis. Je me serais baladé, mais c'est tout. Donc au fond de moi, j'avais envie et puis j'ai pris le risque de dire, ok, je reste. Et rester, ça veut dire, hop, on m'a enlevé mon filet, je suis devenu local Michael Page. Alors bon, local Michael Page, c'est pas tout à fait local, j'avais déjà 10 ans ou 8 et 10 oui, d'ancienneté Michael Page, donc tout le réseau était tissé de partout dans le monde et j'avais mon réseau et j'avais le business qui arrivait, je connaissais les gens et le business quand on est chasseur de tête arrive d'Europe, arrive d'Amérique du Sud, il faut connaître les gens qui sont patrons des équipes et des pays pour vous renvoyer le business. Bon, voilà. Donc j'étais déjà bien installé. Ça a marché, j'ai bien fait de le faire, ça a marché très fort. Bon, alors du coup moi je voulais bouger, je voulais être dans Manchester parce que le Brightside c'est sympa, mais en fait aller à Central Park tous les week-ends et puis pas avoir de voiture et être à pied, enfin, ça ne me plaisait pas du tout. Moi j'avais passé de ville à Paris et on ne s'échappe pas de Manhattan comme on va en Normandie le week-end quand on n'a pas de voiture. C'est assez dur la vie à Manhattan si on n'a pas les moyens qui vont avec. Moi j'avais qu'une envie, c'était dans Westchester, où étaient mes copains, y compris un copain en France que je
connaissais bien, ce que je voyais l'été, c'est que les week-ends, c'était les tours de bateau, le wakeboard le matin, le barbecue, le golf, le vélo. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait à Manhattan? J'en ai marre. Ma femme n'avait pas très envie. Donc je l'ai convaincue, on a bougé, on a acheté une maison direct. Et elle avait toujours pas de job parce que notre première fille était née 1 an avant à Manhattan. C'était la crise, et elle cherchait, et elle ne trouvait pas. Elle ne trouvait pas, et on peut déjà parler de ça tout de suite. En gros, c'était l'histoire de la poule et de l'œuf, pour faire très court. Elle passait des entretiens, elle essayait d'avoir des entretiens. Mais en gros, les entretiens étaient souvent au téléphone, hein, avec les HR, les ressources humaines, on ne demandait pas de venir. Et en gros, c'est, mais alors, ok, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait ça, 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 ça. Oui, d'accord, ok, très bien. Mais, donc, du coopératif, casualty, assurance, telle entreprise, super, vos clients, c'est qui? Vous les refusez. Okay. Et aux US, vous avez fait quoi? Bah, j'étais à Paris. D'accord, mais aux US? Bah, oui, je suis venu parce que, avec un client, d'accord, mais vous avez fait quoi aux US vraiment? Bah, rien, ok. Bon, bah, on en rappellera. Bon, il se passait rien. En fait, il faut démarrer quelque part. C'était très dur de démarrer. Bon, long story short, elle a eu son premier job chez Willis, qui était un concurrent de Aon, parce que finalement, Aon l'a pareil embauché à New York, ils n'en avaient un peu rien à faire. Parce qu'elle n'est pas venue en expat, elle a démissionné de son job à Paris, elle a entendu essayer de voir à New York s'ils avaient besoin d'elle, mais c'est pas le même management. C'est un peu le même groupe, c'est pas le même management. Chacun va viser sa porte, chacun a son propre business, et si on n'est pas. Elle n'a pas pu avoir le même truc en même temps. Donc elle est allée chez le concurrent finalement, qui l'a embauchée. Voilà, c'est là où on arrive dans le vif du sujet, et ce que dit Alix, pour moins cher, avec un job en dessous et beaucoup moins de responsabilité. Donc en fait, on peut être à 120 à Paris et puis démarrer à 75 K en dollars ici. Il faut prendre le job, elle le voulait, elle l'a pris. Avec un commute, je pense qu'elle en a voulu énormément, parce qu'on habitait de Manhattan, je me rappelle, nous avons Rochester, et son job, elle a trouvé d'un temps à 40 euros. Le commute, c'était 1h30 dans chaque sens. Et bien sûr, on a pu prendre une fille au père, parce qu'on a une fille qui avait. Elle est née en fin 2007, elle avait 3 ans, parce qu'elle a Virginie a commencé à travailler fin 2010, donc il fait un peu de temps. Donc fille au père, mettre tout ça en place. Et en fait, elle a réussi à rebondir parce que finalement, elle est rentrée dans le côté client et elle a arrêté de faire le broker en assurance B2B. Elle est rentrée côté client, elle est rentrée chez Danone. Et elle est en charge des risques maintenant pour toute l'Amérique du Nord, pour Danone Web, parce qu'ils ont acheté Web, qui est une marque qui était assez grosse ici aux US. Donc elle s'occupe de tous les risques, tout ce qui est assurance, lié à tous les sites de production qui ont lieu, qui sont aux États-Unis. Je voyage pas mal entre la France et entre les États-Unis et la France. Et là, elle a pu retrouver un salaire qui correspond à ce qu'elle sait faire maintenant ici, parce qu'elle avait eu l'expérience, elle avait fait finalement l'effort ou le sacrifice de démarrer beaucoup plus bas. Et aujourd'hui, elle a le bon job. Et à un tel point que maintenant, quand moi je dis, parfois quand j'en ai marre, parce que maintenant je suis entrepreneur, j'en ai marre, on rentre. Généralement, je dis ça quand je rentre de France et que j'ai passé 2 semaines en France avec mes cousins, et qu'on est tous dans une grande maison dans le sud de la France, du côté du ZCTD. Et qu'en fait, je me dis, ils ont appelé le livre. On peut se couper des balades, nous, ils partent tout le temps de vacances. Là, ils sont là en ce moment, ma soeur est là, tout le monde est là. Et en fait, dès qu'ils sont un peu fatigués, hop, saute dans son avion, quelque part. On ne peut pas faire ça. Nous, on paye les property tax, les écoles des enfants, etc. Ceux qui sont expats ne se rendent pas compte, mais moi, les 2 premières années d'expat, je me dis, mais c'était super, parce que tout m'était payé, j'avais un billet d'avion pour rentrer, on s'occupait de tout. Et puis, je voyais qu'ils étaient stressés, tous ces Américains à bosser, et je me dis, je m'en fous, moi. Je rentre chez moi quand je veux, je prends 3 semaines d'été. Mon boss me dit, ouais, cette année, mais pas l'année prochaine, hein, tu ne refais pas ça. La redance française, quoi. En gros, je fais ce que je veux. Ouais, enfin, quand j'ai été local, j'ai pas fait ce que je voulais. J'ai pris plus de 2 semaines, et puis quand c'était après, j'ai pris 0 semaines. J'ai travaillé pour essayer de facturer, sinon je serais dehors. Et c'est pas passé loin, je l'ai su après. Voilà, je m'égare un petit peu. Moi, entre-temps, j'ai quitté ma culpette, j'ai eu ma green card par Pierre Georges, qui est très bon en immigration. Donc, il y a eu la green card pour nous deux, pour mon épouse et moi-même. Ça a été beaucoup plus simple pour Virginie pour trouver un job chez Danone parce qu'elle avait une green card, alors qu'avant elle était en L2 qui suivait un L1, et mon gros on lui disait, mais ton mari va rentrer quand? Non, mais il rentre pas, et il est L1, mais maintenant il est bloqué, il dit, ouais, enfin bon, il va rentrer. Ça me fait toujours rire parce que moi, quand un client me dit ça et que j'ai un candidat qui est en L2 et qui est très bon, il me dit, oui, mais alors il va devoir, elle va devoir suivre son conjoint qui va rentrer dans 3 ans. Les Américains restent combien de temps en poste? Au bout de 2 ans, ils sont bons quand ils ont fait un vrai job, parce que moi, ils partent au bout d'1 an.
Voilà, entre-temps, j'ai fait 2 autres cabinets, dans un cabinet anglo-saxon qui s'appelle Hodgson Benson, où j'étais le partenaire en charge de la consumer ici, et là, j'ai eu très très peur, j'ai vu ce que c'était. Là, il n'y a plus le soutien de Michael Page, j'étais local avec des Américains, purs Américains, mais en fait, tu factures, t'es bon, tu fais du business, c'est bien, tu factures pas, c'est dehors. Bon, je suis parti avant que ce soit vraiment comme ça, mais c'était... j'ai eu des moments difficiles, les gens qui le savent. Il y a une angoisse aux US, c'est qu'il n'y a pas de filet, quoi. Bon, quand on est vraiment locaux. Et bon, depuis, j'ai monté ma structure il y a 3 ans, j'étais avec les Emirates, en fait, j'ai les mêmes clients. Je suis toujours dans le même secteur, du consumer, luxe, retail, fashion, cosmétique, food, beverage. 90% de mes clients sont quand même bien français et sont des filiales de groupes ici. Alors, je parle à tous ces gens qui sont là parce que je raconte mon histoire, mais c'est pour répondre à vos questions. Il y a de fortes chances pour des conjoints d'expats qui veulent chercher un job en local de se faire embaucher par des sociétés françaises, ici, filiales de sociétés françaises, qui savent ce que vaut un français, qui savent ce que c'est que HEC, pour dire sur la remarque de ça sonne positive avec la Sorbonne, mais bon voilà. En gros, les Français apprécient le talent des Français. Et j'ai rien contre les Américains, on est ravis d'être aux États-Unis, mais je vois comment ça fonctionne avec les Américains. Les Américains, ils font ce qu'on leur a demandé, ils ne sortent pas du cadre. Et c'est une fonction, hein. Moi je vois mes enfants, nos enfants sont nés là tous les deux, ils sont très français dans leur tête parce que les parents parlent français à la maison, on a une école française et on va en France tous les étés, ils y passent 2 mois, mais ils sont aussi très américanisés dans leur façon de travailler, avec leur QCM et autres. Je dois faire ça, je vais là, tac, 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 tac. À la fin, ma fille me dit, papa, tu me félicites pas, round of applause pour la féliciter. Mais t'as couvert même pas, t'as fait 70%, ils sont où les 30 qui manquent? C'est ce que me disent mes parents, c'est fini, je fais sortir, il faut que je la félicite. Donc les Américains, ils n'ont aucun problème, il n'y a pas trop de remise en cause, et quand ils sont face au mur et que ça ne va pas, et que leur manager leur dit, attends, qu'est-ce que tu as fait, bah, le lendemain, ils font un bon sourire, et puis leur regarde le temps de trouver un job, 2 mois après, ils disent, bah, je m'en vais, merci, au revoir, good luck, ils ont trouvé un autre job. Les Français, ils s'accrochent, ils bossent comme des malades, ils sont très contents pour leur donner un job, et donc ils vont, ça, les sociétés françaises le savent ici, donc ils vont travailler 2 fois plus, et leur talent est reconnu par les Français. Après, les Américains, ils sont très pragmatiques, les Américains. À partir du moment où on a une première expérience ici, c'est bon. Il n'y a pas de différence. Ma femme a reçu un job très facilement. Voilà. Donc, les sociétés françaises, c'est votre priorité. Le réseau, 80%. Que ça. Ma femme, elle est trouvée par annonce. Bon, online. Quand on dit c'est relatif. Chasseur de tête, 4%. Pourquoi? Heureusement, je ne travaille pas avec les expats, parce que sinon je ne vivrais pas, je n'aurais jamais la clé sous la porte. Moi, je travaille avec des gens qui sont là depuis. Je place des Américains la plupart du temps pour des sociétés françaises qui veulent quand même pas mal d'Américains. Et puis quand je place des Français, c'est qu'ils sont des gens en green card et qui sont là depuis 10 ou 15 ans minimum. Donc ça, c'est mon bread and butter. Les expats, pardon, les conjoints d'expats, si on parle bien la même chose, et je me vexe personne, parce qu'il y a des gens en local, il y a des gens qui sont conjoints d'expats, mais je les place quasiment jamais, ils viennent tout le temps me voir, tout le temps. Dans le Westchester, ils viennent tous me voir, mais alors est-ce que... mais en fait, je ne peux pas les aider parce que j'essaye, mais bon, déjà, il y a une chose qui est très simple. Je leur dis, mettez-vous à ma place. Moi, une société me mandate et va me payer 30% ou 25%, 30% du salaire annuel pour lui recruter la perle rare. Je vais avec un Français ou une Française qui n'a jamais travaillé aux États-Unis, prenez-le, il est super. Mais je ne te paye pas pour ça, vous pouvez le faire tout seul en passant une annonce sur LinkedIn ou par le réseau, justement, parce que le réseau, ils sont très contents de donner sa chance à quelqu'un, mais pas de payer en plus 25% d'honoraires au cabinet. Moi, s'ils utilisent un cabinet, c'est que quand vous utilisez une agence immobilière, vous demandez un quartier précis avec un nombre de chambres, une terrasse, pleine terrasse, dans tel secteur et telle chose, l'agent immobilier dit, oui, mais tu sais quoi, il y a un super truc au fin fond du 13e, tu vas aller voir, c'est un loft, il est top. Qu'est-ce que c'est que celui-là, je ne vais pas demander. En revanche, si vous cherchez par des amis et qu'au détour de l'île, il y a un super loft dans le 13e, j'ai jamais pensé au 13e, je vais voir, c'est sympa, voilà, comme par hasard, ça vous intéresse. Mais si c'est pour payer des honoraires au cabinet immobilier à qui vous avez demandé un brief précis et qui vient encore du brief, c'est pas immobilier, c'est gentil, mais finalement, il l'aurait fait tout seul. C'est pour ça que moi, c'est que les 4% pour les expats. Des exceptions. Et puis, ça peut-être vous faire peur, mais il y a une personne dans la salle ici qui peut peut-être témoigner et qui est femme d'expat qui est arrivée, qui a trouvé un job tout de suite, et même un deuxième tout de suite. D'ailleurs, la deuxième société était française, et la personne qui l'a recrutée s'y est pas trompée. Voilà, donc votre visa L2, à partir du moment où vous avez votre visa L2 et votre autorisation de travail, ne doit pas être un frein aujourd'hui, parce que si on vous dit vous mentez, voilà, enfin, vous mentez, en fait c'est pas mentir, c'est mon mari il est là pour 3 ans, donc on est là pour 3 ans, puis de toute façon généralement on renouvelle au moins une fois, donc il y en a pour 5 ans.
américain, normalement, le recruteur américain, il devrait plus se poser de questions. Si vous êtes là pour 5 ans, c'est comme faire un round pour n'importe quel américain. Ensuite, je vous ai raconté notre histoire et puis ce que je vis avec les candidats. Nous, quand on est arrivé, c'était fin 2006, c'était la folie. 2007, c'était complètement dingue. Et après, on s'est pris une claque, comme j'avais jamais vu, parce que la crise de 2001 à Paris, du coup, c'était assez rigolo. C'était vraiment rien du tout. Aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi. Il y a 3,5% de chômage aux États-Unis. À mon avis, je ne serais pas surpris que Manhattan, enfin ici, ce soit proche de zéro. C'est pas possible, on cherche tout le temps des gens. Donc, vous êtes bien placé pour trouver un job. Vous êtes bien placé. Mais il ne faut pas chercher votre job comme vous le chercheriez à Paris avec les cabinets de chasseurs de tête et lui dire mais ils ne mettent pas. Ben non, vous n'êtes pas. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Le réseau, encore une fois, le réseau. Et de partout où vous êtes, que vous soyez dans Manhattan, dans Westchester, comme une bonne partie d'entre nous, il y a tout le temps quelqu'un qui a une amie dont le mari travaille dans telle société. Il n'y a pas que des banques qui vont venir des expatriés. Il y a des tas d'autres sociétés. Il y a des entrepreneurs. Il y en a là qui ont monté leur société. On en connaît dans Manchester, il y en a un à Barnett, il n'embauche pas de Français, son business est énorme, c'est booming, c'est 15 ans, 20 ans qu'il est là, cartonne. Et ils ne s'y trompent pas, ils recrutent des conjoints d'expatriés qui bossent comme des fous et qui travaillent comme lui a envie qu'on travaille quand il faut travailler dans une entreprise très entrepreneuriale. Ils sont payés correctement, c'est un vrai business, ça c'est du coup très professionnalisé, mais voilà, vos chances elles sont là, le réseau. L'image que j'ai de la vie du boulot ici, c'est qu'on bosse comme des dingues. Les conjoints, c'est souvent des femmes. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur... Enfin, des femmes, on s'en fiche, mais des mères, là, il y a peut-être plus un enjeu. Ou des pères dont la femme est expat et conjoint et bosse comme un dingue. Est-ce que tu as des outils ou des idées? Est-ce qu'un temps partiel ici, ça peut exister? Ou est-ce que il va falloir prendre la nanny à temps plein et se dire, ici, ça sera de toute façon à fond ou pas? Très bonne remarque. Alors, il y a eu des évolutions. On voit de plus en plus d'expats qui sont des femmes autour de nous, là où j'habite, et des hommes qui ont suivi. L'exemple que j'ai en face de moi, j'en parle assez bien, je le connais bien, c'est mon associé, lui, a suivi son épouse qui est expatriée ici, qui est CFO pour une société française du CAC 40, et qui elle, devait travailler 15 heures par jour, et j'exagère pas. Et lui, du coup, a mis en place toute la structure avec les filles, l'école, très bon papa et autres. Et puis, il venait du même métier que moi, ça faisait 20 ans qu'il faisait du recrutement. Donc, du coup, naturellement, on s'est associé, il a travaillé avec moi, il a trouvé ce job qui ressemblait à du temps partiel. La beauté de notre job, c'est que ça peut ressembler à du temps partiel. Quand ça marche bien, ça marche très bien. Mais il pouvait le faire un peu quand il voulait. Quand on avait beaucoup de travail, il travaillait beaucoup, mais il était toujours disponible. Bon, mais finalement, ce qui est dit Alice, c'est vrai, c'est que on est français, on se comporte en français, on fait bien comme on veut ici, mais on le voit moins à Manhattan, mais dans le Westchester, là où j'habite, on voit très bien le modèle. Autour de moi, il y a mon voisin qui est charmant, il est partenaire chez Morgan Stanley, sa maison doit faire 500-600 mètres carrés, ils ont 2 enfants, qui peuvent se perdre maintenant. Sa femme ne travaille pas, mon voisin de droite c'est pareil, en face il est chez BlackRock, sa femme ne travaille pas, parce qu'ici elle part tôt le matin à 7h, mais elle est en pote de cheval et elle va monter je sais pas où, enfin, voilà. Donc moi je devrais être le nul du coin parce que ma femme travaille. En gros, ce que j'ai noté ici au sud, enfin à New York, je ne sais pas si c'est pour la côte Est, et si c'est différent ailleurs ou autre, mais les femmes américaines, alors on est à New York encore une fois, et puis souvent leurs maris sont soit des hedge funders, soit des banquiers, soit on parle de millions de dollars de revenus par an. Bah oui, les femmes ne travaillent pas, et elles sont occupées à faire plein de choses. Et donc ça aide pas, mais nous on est quand même beaucoup de Français, donc finalement on se moque de ça. C'est-à-dire que les femmes, si elles ont travaillé, elles travaillent. Après le sens homme-femme, on voit de plus en plus d'hommes qui suivent leurs femmes. J'ai vu des changements. J'ai une de mes clientes qui était la CEO des RATP, son mari a suivi, il avait lâché son job. Mais la question du temps partiel, bah, c'est souvent ce qu'a fait mon associé, où en fait il faut plutôt dans un côté entrepreneurial. À partir du moment où on prend un job, Stéphanie, quand tu as pris un job, que ce soit chez Lacoste ou dans le food ou autre, on t'a pas dit à temps partiel, tu y allais à fond et ça a été du 12 ans par jour. Donc c'est pas possible en fait, à partir du moment où on prend un job. Et moi, les gens qui disent ça, mais est-ce que je pourrais faire ça à temps partiel quand je cherche pour un client, c'est hors de question. C'est quand même très. Alors, une chose aux US très importante, en revanche, j'étais effaré de voir ça avec ma femme, elle est souvent, elle est à la maison pour un oui, pour un non. Qu'est-ce que tu fais là? En fait, on fait ce qu'on veut en termes de télétravail, et les seules sociétés, là, c'est le revers de la médaille, qui ont du mal avec ça, sont les sociétés françaises ici.
Et moi, j'ai un client qui cherche désespérément un head of marketing, et à chaque fois, on m'a dit oui, mais moi, je suis dans le politique, je ne vais pas communiquer tous les jours. Et alors, ils sont tellement désespérés qu'ils disent par exemple, alors un jour par semaine, mais pas plus, et encore, on leur a tiré ça parce que tu comprends, le CEO chez nous, il n'aime pas ça. Il faut être... Alors, les Américains, ils n'ont aucun problème. Et bon, du coup, chez Danone, pourtant, c'est une société française, et puis c'est très américanisé, le management. De toute façon, ils ont très bien compris que quand on est connecté sur son ordinateur, on peut travailler beaucoup plus chez soi qu'au bureau. Et ce temps partiel pourra venir de là. Alors, ça vient aussi avec le temps. Mon épouse, quand elle a démarré, elle m'a dit je veux vertige de 2 enfants, et moi, le lundi et le vendredi, je serai de la maison. Non, ça s'était organisé avec une fille au père. Il se trouve que maintenant qu'elle a fait ses preuves, j'ai jamais fait ses preuves aux États-Unis, mais qu'elle a fait en partie ses preuves, on ne lui pose pas de question. Si elle doit accompagner notre fils ou notre fille chez le pédiatre, ou s'il y a un rendez-vous à l'école, et elle préfère travailler de la maison ensuite que repartir au bureau, même si ça fait 20 minutes. Et ici, tout le monde trouve ça normal. Donc, temps partiel, non. C'est amélioré avec le travail home office, ça gêne personne, surtout les étés, en plus entre l'orienté et l'ébordé. Mais le vrai temps partiel viendra de l'entrepreneuriat. Ou du consulting, parce que c'est la même chose, c'est une forme d'entrepreneuriat. Vous acceptez de trouver des gens avec qui vous allez travailler, vous allez facturer comme un consultant, alors là, bah oui, ce sera du temps partiel. Et puis il y a parfois des temps partiels comme ça qui deviennent des business très, très bons et très développés. On change de pays, donc c'est un nouveau pays, une nouvelle langue. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire évoluer tous les paramètres si on veut se réorienter et se réinventer? Est-ce qu'on peut aussi changer de filière, de métier? Enfin, ça commence à faire beaucoup de changements en même temps pour trouver un nouvel emploi. Ça, c'est la même chose en expatriation ou sans expatriation. C'est déjà ce que je disais à Paris à mes candidats. Lorsqu'il y a un CFO, un directeur financier qui voulait changer de secteur, par exemple. Déjà, c'est pas très évident parce qu'on aime bien faire du copier-coller. Les clients ne laissent pas le choix, même si nous, on veut ouvrir. Je recrute un directeur financier dans l'advertising, dans la publicité, pour pouvoir aller chercher les gens dans les services B2B, pas trop loin. Mais je ne vais pas présenter encore un CFO, c'est pas un bon exemple parce qu'un CFO, il peut venir de plusieurs business, mais s'il vient, on va dire, voilà, je recrute dans l'industrie un directeur financier, je ne vais pas aller chercher un directeur financier dans le service parce qu'il ne contactera rien à l'industrie. Donc c'est la fameuse histoire du grand écart. Donc quand on change sur un pied, on ne fait pas le grand écart, on garde l'autre pied qui est son pivot et qu'on connaît bien. Donc on a les deux pieds, et ben on change de pays, ça c'est un énorme changement. Donc là il y a un gros flottement, ben l'autre on garde le même, c'est-à-dire qu'on est directeur financier ou dans la finance, on reste dans la finance. Je ne vais pas aller faire du marketing. On était spécialisé dans l'assurance ou ça pourrait nous rentrer dans l'assurance, mais on est spécialisé dans, je prends un autre exemple, je ne sais pas, le consommation, on reste sur la même chose. Pourquoi? Parce que les gens payent sur ce qui les rassure et ce qu'ils sont déjà vus. Après, il y a des exceptions. Il y a des gens qui décident de recommencer de zéro et de faire autre chose pour aller t'en payer la moitié, et on est d'accord pour qu'ils commencent à faire autre chose complètement différent. Mais si on veut essayer de garder un cap à sa carrière et qu'on a ce côté un peu corporate d'une entreprise et pas de je change tout et j'essaye autre chose mais j'accepte de gagner la moitié, si on essaie quand même de faire progresser sa carrière, on essaie de vendre ce qu'on sait faire. Donc on a déjà perdu tout le pilier France, on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, alors il faut quand même qu'on vende quelque chose qu'on sait faire. Genre, j'ai été directeur financier dans le service B2B pendant 10 ans, c'est ça que je sais faire. Donc il y a plus de chances d'être embauché là-dedans que dans un métier complètement différent. Bon, après, il y a des exceptions tout le temps, mais c'est mon avis. C'est l'histoire du grand écart. Il y a certaines formations qui ne sont pas toujours exportables non plus. Je pense au juridique, par exemple. Alix a parlé des métiers de la santé tout à l'heure, et j'ai vu beaucoup de gens qui venaient des métiers de la santé. C'est deux mondes très différents, donc pourtant il y a des tas de choses à apporter. La législation fait que les métiers de la santé, les métiers juridiques, très compliqués. Il faut remplacer des diplômes. Après, il y a sûrement des équivalences, mais pas pour tout. Les métiers de notaire, tout ça, c'est très compliqué. Quoi. On va avoir un très joli témoignage rapidement sur le site Expodalio de la directrice de la Chambre de commerce de San Francisco, qui était juriste, enfin avocate d'affaires, pour être précise, en France, et qui raconte comment elle a réussi à revendre ses compétences d'avocate d'affaires pour devenir responsable de la Chambre de commerce. Et c'est très sympa parce que c'est la première fois que j'entendais parler
des compétences de juriste comme des compétences transposables. Et au contraire, ça va être un atout d'être capable de tout changer pour se remettre en cause et dire, bah, voilà, je gagne la moitié, mais et on a eu le cas, je l'ai vu moi, autour de moi, des gens qui sont allés s'occuper dans l'entrepôt et faire tout ce qui est opérateur logistique alors qu'ils étaient sales dans un métier complètement différent. Et ça, c'est parce qu'on veut un job à tout prix, mais quasi à tout prix. Donc voilà. Et on prend le job qui est payé la moitié de ce qu'on gagnait avant, mais dans ce cas-là, oui. Moi, j'ai une question pour Olivier aussi. Donc moi, je suis conjointe. J'ai suivi mon mari ici. Et j'ai trouvé un métier, mais effectivement, je suis allée chercher quelque chose que je n'aurais pas fait normalement. J'étais plus dans le marketing, je suis passée dans l'événementiel. C'est proche, mais pas tout à fait ce que je voulais faire. Et dans une boîte française. Et du coup, ma question, c'était la suivante, sachant qu'il y a possibilité qu'on reste un petit peu plus longtemps que prévu. Combien de temps on attend? À quel point on fait des sauts de puce pour essayer de récupérer le chemin qu'on avait prévu initialement? À quel point ils considèrent que l'expérience aux États-Unis est suffisante pour postuler au job qu'on souhaitait à la base? Alors, ce qui est génial aux États-Unis, c'est que tout est possible. Alors, mais c'est vrai. Tout paraît compliqué au départ. On dit, mais c'est pas ça. Et en fait, tout est possible. Il n'y a pas de règles. En France, il y a des règles pour tout. Il faut avoir fait 3 ans minimum dans le même job avant de demander un autre job. Il faut passer le temps d'aller dans une société, sinon on est un jumper, on n'est pas loyal, on n'est pas fidèle. Ici, tout le monde s'en fout. Enfin, particulièrement dans une économie qui est booming comme aujourd'hui. Et moi, je ne me gêne pas quand je fais, parce que je fais que la place. Pourquoi? Il y a trop de communes, c'est la réalité. Après, c'est ce que m'a dit la candidate, c'est peut-être faux. Hein. Peut-être que l'ambiance est très mauvaise là où elle est, mais c'est vrai qu'il y a trop de communes. Au fin fond de Connecticut, elle est à Manhattan, c'est recevable, tout à fait recevable. Le minimum, c'est quand même 1 an. Mais il ne faut pas penser qu'en bon français, je fais qu'est-ce qu'on va penser d'eux, etc. Moi, quand j'étais à Paris, ceux qui changeaient tous les 2 ans, j'avais aucune confiance en eux, puis mes clients n'avaient pas confiance en eux. Quoi. Ici, non. Donc il n'y a pas de règle. À partir du moment où vous, j'ai failli dire tu, mais par exemple, vous avez mis un pied dans la place et que vous avez fait le job, si l'opportunité vient au bout de 8 mois ou 10 mois, mais saisissez-la. C'est pas de dire non, je fais quand même un peu plus parce que je voudrais montrer que, on s'en fout. Et puis sur un CV, on s'en moquera aussi. Non, aucun problème.